Comment aborder la question de l'hydratation en fin de vie? Ce tuto Palia veut répondre à deux questions. En fin de vie, est-ce que les patients meurent de soif? Et la réponse est assez simple, c'est non. En fin de vie, faut-il hydrater artificiellement la personne? La réponse à cette question dépend de la situation. C'est une question éthique qui appelle une réponse éthique, c'est-à-dire une réponse circonstanciée, personnalisée, fonction de la situation clinique, du confort du patient et de ses volontés. Alors avant de réfléchir, il faut se questionner sur le positionnement de chacun. Patient, famille, soignant, accompagnant. Quelle représentation le patient a-t-il de l'hydratation? Fait-il le lien entre état d'hydratation et confort, état d'hydratation et degré de conscience? C'est bien cette question éthique et philosophique autour de la conscience qui sous-tend la réflexion. Quel positionnement a la famille sur cette symbolique de l'eau? Bien sûr, on ne fait jamais en fonction du ressenti familial, mais c'est important de connaître le positionnement de l'entourage pour savoir d'où partir et comment cheminer avec eux sur cette question, afin d'anticiper leurs inquiétudes et leurs interrogations si nous devons un jour arrêter l'hydratation. Et quelle posture ai-je moi-même sur cette question, en tant que soignant, en tant qu'accompagnant? Suis-je dans une posture extrême, comme l'abandonnite, qui est de se dire que je ne maintiens jamais d'hydratation en fin de vie, ou bien à l'inverse, dans une approche rigide de principe, dans laquelle je maintiens l'hydratation artificielle coûte que coûte, dans n'importe quelle situation, sans réfléchir? Nos prises d'opinion sur la question sont souvent la conséquence d'une symbolique forte. L'eau, c'est la vie. Nos cellules et notre organisme sont constitués en grande partie d'eau. Cette symbolique de l'eau qui permet la vie est bien ancrée dans nos représentations. Si je suis fatigué, c'est que je ne bois pas assez. Si j'ai mal à la tête, c'est que je ne bois pas assez. Et tout ceci est vrai pour une personne qui n'est pas en fin de vie. Il faut boire. Cela permet de nous maintenir en vie, bien sûr. C'est peut-être parce que le lien entre l'eau et la vie est si fort que ce sujet inquiète tant en fin de vie. Mais en fin de vie, le contexte est souvent différent et il faut le prendre en compte dans notre réflexion. L'hydratation est-elle un soin ou un traitement? L'eau est un élément moléculaire qui constitue notre corps et soutient notre conscience. Ce n'est donc pas un traitement. L'eau est un élément constitutif de notre corps. Pour éviter toute dérive, il vaut mieux partir du principe que l'eau est un soin qui est toujours dû, sauf dans une exception. En toute fin de vie, lorsque l'apport hydrique artificiel vient provoquer plus d'inconfort que de confort. En effet, toujours réfléchir en fonction de la clinique et du confort du patient. Si le patient présente un encombrement important en phase préagonique, il est préférable d'arrêter l'hydratation qui vient provoquer cet encombrement, cet essoufflement et cette asphyxie. La balance bénéfice-risque est en défaveur de celle-ci. L'inconfort généré par l'encombrement est plus important que celui généré par la déshydratation. La déshydratation peut avoir un effet positif sur le confort global du patient. Premièrement, un effet antalgique par stimulation de la sécrétion d'endorphines au niveau cérébral. Et deuxièmement, une diminution des sécrétions, urine, matière, vomissement, encombrement, ascite, œdème. Et donc, une diminution de la douleur, car une diminution du nursing, moins de change, moins de mobilisation, moins de douleur induite par les soins, provoquée par les soins. Après avoir dit cela, il faut tout de même rappeler les conséquences d'une déshydratation trop importante. Sécheresse buccale, sensation de soif,
même s'il est prouvé que le vieillissement et la fin de vie s'accompagnent généralement d'une perte de sensation de la soif. D'où la vigilance sur l'hydratation de nos aînés en cas de canicule. La déshydratation peut également provoquer des nausées et des vomissements, une augmentation du risque d'infection urinaire, et surtout des troubles confusionnels et éventuellement un coma. Et c'est ce point qui nous intéresse le plus dans la réflexion et qui va guider notre décision et nos prescriptions. Alors lorsqu'une hydratation artificielle est introduite, une simple perfusion sous-cutanée de NaCl 500 ml par 24 heures est souvent suffisante et celle-ci doit être réévaluée quotidiennement sur l'efficacité et la tolérance. Mais attention, l'hydratation artificielle peut provoquer un inconfort pour le patient. Elle n'améliore pas la sensation de soif en fin de vie. Elle peut générer ce que l'on appelle un troisième secteur. Ce sont des œdèmes, un encombrement, un essoufflement, une décompensation d'insuffisance cardiaque, etc. Si on apporte par voie artificielle un fluide que l'organisme ne peut plus gérer, ne peut plus absorber du fait d'une trop grande fatigue, celui-ci va le rejeter. Lorsque le liquide est apporté par la bouche, en péros, cela peut induire des vomissements ou des diarrhées. S'il est apporté par voie sous-cutanée ou intraveineux, par la peau ou les veines, des œdèmes ou un encombrement peuvent apparaître. Le maintien de l'hydratation artificielle risque de prolonger la phase agonique et l'inconfort qui lui est lié. Sur ce point, tout dépend de deux évaluations préalables. Premier point, ce que veut vivre le patient au niveau de la conscience. Si le patient est dans une volonté de préserver sa conscience jusqu'au bout, pour vivre par exemple le lien relationnel avec son entourage et l'application de certaines valeurs qui font sens pour lui jusqu'au bout, comme l'amour, la réconciliation, la perception du monde, la contemplation, etc., alors ce désir fait pencher la balance en faveur du maintien de l'hydratation artificielle. Deuxième élément à considérer, l'état de confort du patient, et notamment son confort respiratoire, encombrement. Si le patient est très encombré, essoufflé, et qu'il subit des râles bronchiques très inconfortables, alors ce symptôme d'inconfort fait pencher la balance en faveur de l'arrêt de l'hydratation artificielle au détriment de la conscience. En conclusion, retenez, le confort optimal, c'est d'être légèrement déshydraté et non pas hyperhydraté. Hyperhydraté coûte que coûte. Une étude récente a montré que 90% des personnes en fin de vie étaient en excès d'eau, par inadéquation des apports, par syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, par production endogène d'eau, à cause du catabolisme protidique, etc. Seuls 10% des patients étaient en manque d'eau, en état de déshydratation importante. L'arrêt de l'hydratation en fin de vie ne signifie jamais un arrêt de soins et d'accompagnement. C'est très important. Au contraire, l'arrêt de l'hydratation demande une mobilisation générale, soignants et accompagnants, famille, qui permet de vivre le care, qui missionne la relation d'aide et de solidarité. En effet, il est plus rapide de mettre une petite perfusion sous-cutanée et de vite sortir de la chambre du patient que d'organiser des soins de bouche réguliers, proches du patient et régulièrement. Si l'on doit arrêter l'hydratation, il faut s'assurer de deux choses. Premièrement, qu'un traitement anti-émétique, donc anti-nausée, anti-vomitif, est prescrit si besoin. Donc par exemple du primpéran 10 mg 3 fois par jour, qui existe en solution buvable. Et deuxièmement, et surtout, des soins de bouche devront être réalisés au moins 3-4 fois par jour. Et pourquoi faire des soins de bouche ? Car les récepteurs de la sensation de soif
se situent sur la langue, le palais, les gencives et les lèvres. Lorsque ces récepteurs sont imprégnés, imbibés d'eau, le cerveau ne ressent plus ou ressent moins cette sensation de soif. Et c'est si confortable d'avoir une bouche propre et bien humide. Je vous rappelle que nos mains et notre bouche sont les zones les plus représentées sur notre cortex cérébral, quand on reprend l'homunculus de Penfield. Elles sont très bien innervées, vascularisées, ces zones, bouche et main. Donc, toute plaie à ce niveau va générer un énorme inconfort. Prenez l'exemple de l'aphte buccal ou du panari, de l'ongle incarné. Ça fait très mal. Alors retenez bien ce dernier point. En fin de vie, tout se joue sur le confort de la bouche et le confort des mains. Le confort de la bouche, surtout si un arrêt d'hydratation est décidé. Nous avons donc vu que non, les personnes en fin de vie ne meurent pas de soif. La nature est bien faite et la plupart des personnes qui vieillissent ou qui sont malades ne ressentent plus cette sensation de soif. Nous avons vu que l'hydratation est une source vitale de maintien en vie, qu'elle ne doit pas être considérée comme un traitement, mais bien comme un soin, que ce soin doit, de principe, être considéré comme toujours dû, mais qu'en fin de vie, l'organisme pouvait arriver à un seuil d'épuisement ne lui permettant plus de gérer ses fluides et que l'hydratation pouvait donc devenir délétère, en trop, et source d'inconfort. C'est la fameuse balance bénéfice-risque. Si l'encombrement provoqué par l'hydratation provoque un inconfort plus grand que l'inconfort généré par la déshydratation, alors il vaut mieux arrêter l'hydratation. Et retenez qu'il est préférable d'être légèrement déshydraté en fin de vie que dans un état d'hyperhydratation écœurant. Une petite déshydratation a un effet antalgique et vient diminuer les sécrétions urinaires, diarrhée et épanchement. A l'inverse, la déshydratation peut générer une hypovigilance, une diminution de la conscience, pouvant altérer la qualité des liens relationnels et la présence au monde. Sur la question de l'hydratation, il semble donc falloir composer avec le patient et son confort dans une démarche éthique, personnalisée et réajustée au jour le jour. La médecine est un art, les soins palliatifs sont la représentation ultime de cet art.